Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La visite au Rwanda de la ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman. Au programme de son séjour notamment, une rencontre avec les autorités centrée sur l'accord conclu avec Kigali il y a près d'un an. Accord selon lequel les demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le territoire britannique seront envoyés au Rwanda. Focus sur les plages du Gabon, véritable enjeu pour l'économie touristique, des lieux stratégiques pour les jeunes Gabonais qui cherchent à diversifier leurs revenus. Et puis, coup de projecteur sur Kumba Gawlo, la diva sénégalaise qui est désormais de retour sur scène. Elle s'était absentée pendant plus d'un an en raison d'une intervention chirurgicale. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la prison à vie pour plus de 400 rebelles au Tchad. Une sentence rendue ce 21 mars par la cour d'appel de N'Djamena. Ces rebelles issus du FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, ont été condamnés pour, je cite, actes de terrorisme, mercenariat, enrôlement d'enfants dans l'armée et atteinte à la vie de l'ancien président Idriss Déby Itno. Le procureur général de N'Djamena, Mahamat El Hadja Banana, affirme par ailleurs que 24 personnes ont été acquittées. L'un des avocats des accusés, maître Francis Lokoudé, s'est dit déçu du verdict. Il compte à cet effet se pourvoir en cassation. Retour sur la visite au Rwanda de la ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman. L'enjeu de son déplacement, concrétiser l'accord relatif à la migration clandestine scellé entre le Royaume-Uni et le Rwanda en avril 2022. Un accord largement décrié par un bon nombre d'ONG et dans le cadre duquel le Royaume-Uni aurait déjà décaissé 170 millions de dollars au profit de Kigali. Reportage de notre correspondant Frater Dakaïsenga. Le programme de transfert de migrants depuis le Royaume-Uni jusqu'au Rwanda pourra finalement se matérialiser. C'est ce qui ressort d'une récente visite de la ministre britannique de l'Intérieur au Rwanda. Suella Braverman a signé avec le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, un addendum visant à élargir le champ d'application de l'accord sur les migrations conclu entre les deux pays. The current system, if there is someone who is benefiting from it, it's just this criminal. Le système actuel ne bénéficie que des réseaux criminels de trafic d'êtres humains. Ce que nous voulons, c'est de créer une solution innovante pour pouvoir offrir à ces demandeurs d'asile et les migrants de la sûreté et la sécurité et des opportunités pour pouvoir mener une vie décente. Safety, security and opportunities for them to live a decent life. Cet accord, le premier du genre dans le monde, vise à promouvoir la dignité et l'autonomisation des migrants selon ses promoteurs. Il est présenté par les responsables rwandais et britanniques comme une approche innovante et audacieuse qui pourrait révolutionner un système d'immigration mondial défaillant. We had a very strong victory in the High Court in England at the end of last year. Nous avons eu une grande victoire à la Cour suprême à la fin de l'année passée. Les juges de haut rang ont déclaré avec force et autorité que le partenariat était légal, qu'il respectait les droits de l'homme et les obligations internationales, que le Rwanda était un pays sûr. Nous sommes maintenant devant la cour d'appel. Une audience aura lieu le mois prochain et nous attendons le verdict des juges. Je ne vais pas anticiper la décision de la justice, mais si nous obtenons gain de cause, nous envisageons de mettre en œuvre la substance de notre accord aussi rapidement que possible. We will envisage delivering the substance of our agreement as quickly as possible. Le Rwanda et le Royaume-Uni ont pour la première fois signé le partenariat pour la migration et le développement économique en avril 2022 afin de permettre aux migrants et aux demandeurs d'asile qui se trouvaient illégalement au Royaume-Uni d'être transférés au Rwanda. Un partenariat économique car le Royaume-Uni a affecté plus de 170 millions de dollars à l'investissement initial sous réserve d'un financement supplémentaire en fonction du nombre de migrants transférés à Kigali. Nous partons à présent à la découverte des plages du Gabon qui disposent de 800 km de côte. Outre leur côté des paysans, elles sont aussi synonymes d'enjeux économiques importants. Elles permettent en effet à de jeunes Gabonais de diversifier leurs sources de revenus. Notre correspondant Séverin Douke est allé à la rencontre de l'un d'entre eux, Akoro Hardy, qui cultive son appétence pour la photographie.
Sur les bancs de sable se découpant sur les eaux grisâtres de l'océan Atlantique, Hardy immortalise le passage des visiteurs à la plage du lycée national Léon Bas de Libreville. Photographe amateur, il propose des poses à l'improviste, inattendues ou arrangées. Les photos, Hardy ne les imprime pas, il les transfère au client via une application mobile moyennant 1000 francs CFA pour 5 à 8 photos. Diplômé de l'enseignement supérieur, à la recherche d'un emploi, ce jeune Gabonais a choisi cette occupation qui permet de subvenir à ses besoins et de vivre de la photographie, sa passion. Nous sommes obligés de trouver d'autres petits trucs pour nous occuper et puis pour subvenir à nos besoins. Le métier de photographe nous rapporte, on ne va pas dire beaucoup, mais juste pour subvenir à nos besoins. Comme par exemple là, j'ai un loyer à payer, j'ai aussi le lait de ma fille à payer, donc je vais dire que ça m'aide quand même. Avec ses 800 km de côte, l'une des plus longues du golfe de Guinée, le Gabon et ses plages sont de véritables lieux d'affaires. Comme Hardy, des centaines de jeunes déferlent sur ces lieux de loisirs les week-ends pour se divertir ou pour se faire de l'argent. Des grandes firmes de télécommunications aux vendeurs ambulants en passant par les structures hôtelières et de la restauration, tous concourent à accroître l'apport de l'activité balnéaire à l'économie gabonaise. Artisan, Landry Guémot s'est spécialisé dans la confection de bijoux à perles et coquillages, une activité qui lui sourit plutôt. Je venais pour le travail et puis bon, ça n'a pas trop marché comme on voulait et puis là j'ai d'abord commencé là. Vous me donnez juste le nom et j'ai fabriqué un bracelet à votre prénom avec les décorations, c'est un peu comme ça. On va pas dire que bon, c'est un peu comme tous les jours. Il y a le dimanche, là où je viens là, c'est très bien, les autres dimanches, c'est pas bon comme l'autre. La zone côtière gabonaise concentre près de 60% de la population et une part importante des activités économiques nationales menées par le tourisme, véritable moteur de l'économie du pays. Au Togo, la pouponnière Sainte-Claire de Lomé a bénéficié d'un soutien financier de la part de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Un don de 2 millions de francs CFA lui a été attribué. Créé en 1959, le centre accueille des enfants orphelins ou qui ont été abandonnés. Reportage de notre correspondante Marcelle Amoin-Kouassi. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, la prospérité de l'Afrique dépendra de la priorité accordée aux enfants, en particulier aux enfants les plus défavorisés. Suivant cette dynamique de protection des enfants vulnérables, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, fondation présidée par Marie-Jo Trenou, apporte depuis 2017, date de sa création, son appui matériel et financier aux familles défavorisées en Afrique. Pour cette caravane 2023, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique a offert un don financier à hauteur de 2 millions de francs CFA à la pouponnière Sainte-Claire de Lomé au Togo, et prévoit la réfection d'écoles et de dispensaires. Nous avons donc offert un chèque, un don financier à la pouponnière de Tocoin, où les bonnes sœurs religieuses reçoivent des enfants abandonnés et viennent en aide à ces enfants-là du point de vue sanitaire, du point de vue alimentaire à ces enfants. Donc nous avons fait un don d'un chèque donc financier, d'un chèque d'un montant de 2 millions de francs CFA. Vous direz ce n'est pas beaucoup, mais pour elles, pour ces sœurs-là, c'est vraiment énorme. C'est quelque chose c'est un montant qui peut les aider à couvrir quelques dépenses donc au sein de cette pouponnière. Nous avons aussi, pour l'édition 2023, la réfection d'une école publique, la réfection donc d'un dispensaire. Située dans la capitale togolaise, la pouponnière Sainte-Claire accueille les orphelins, les enfants nés de mères malades mentales. La majorité d'entre eux sont adoptés sur le plan national et international et pour certains réintègrent leur famille biologique après leur séjour à l'Institut. La pouponnière accueille les enfants abandonnés, orphelins de mère à la naissance, et les enfants nés de mères malades mentales qui ont l'âge compris entre 0 et 3 ans. Donc, les enfants abandonnés, comme ils n'ont pas de filiation parentale, après leur séjour à la pouponnière, sont adoptés sur le plan national et international. Par contre, les enfants orphelins et nés de mères malades mentales sont réinsérés dans leur famille biologique après un séjour de 8 mois dans l'institution.
Plein de reconnaissance, les responsables du centre ont salué le geste de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, qui se positionne en première ligne de la lutte contre les inégalités sociales et la protection des plus démunis au Togo. La Fondation compte étendre ses actions sur tout le continent. Elle a fait son grand retour sur la scène musicale. L'artiste sénégalaise Coumba Gawlo a retrouvé sa voix après avoir subi une intervention chirurgicale à la gorge. Loin des projecteurs, la diva a profité de cette convalescence pour poursuivre son apprentissage du piano et écrire de nouvelles chansons. Reportage de notre correspondant à Ménéchi. Après 3 années d'absence pour des raisons de santé, la chanteuse sénégalaise Coumba Gawlo Seck, la diva à la voix d'or, revient sur la scène musicale. Une période de retrait marquée par une lésion sur la corde vocale gauche avec de multiples interventions chirurgicales qui lui ont valu un combat difficile mais abouti au grand bonheur de sa famille, de ses collaborateurs et de ses fans. J'ai réussi à revenir dans mon pays. Pour moi, c'est le plus important. Effectivement, j'envisage de reprendre mon métier que je considère que je n'ai jamais abandonné, puisque même étant malade à distance, je menais mes activités et je faisais de sorte à rester en connexion avec mes fans, avec ma famille, avec mes proches. Donc je continuerai effectivement, puisque je ne sais faire que chanter, je suis né chanteur. Coumba Gawlo a été distingué plus d'une fois au Sénégal et au-delà des frontières pour son talent, l'originalité de ses productions et son engagement humanitaire et social, surtout envers les femmes. L'artiste a mis à profit sa période de convalescence pour ajouter plusieurs cordes à son arc en vue d'égayer à nouveau son public qui s'impatiente. Parallèlement aux obligations de suivi médical, j'ai en effet pu renforcer et diversifier mes capacités par des cours de piano et de langue anglaise, d'où mon séjour à Londres, en Angleterre, l'écriture de nouvelles chansons, de nouveaux projets, le suivi à distance du fonctionnement de mon entreprise Gawlo Office Media et des activités humanitaires et sociales de l'association Lumière pour l'enfance Coumba Gawlo. Initié au chant à l'âge de 7 ans, nommé voix d'or à 14 ans, double disque d'or et un disque de platine en 98 avec son célèbre hit Pata Pata et bien d'autres, marraine de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR, ambassadrice de bonne volonté du PNUD, entre autres, la diva doit son succès mondial au travail acharné au cours de sa carrière. Malgré cette longue absence qui relève selon elle de la volonté divine, Coumba Gawlo, la grande voix de la scène musicale internationale, annonce un retour en force, soulagé que tout risque de santé sérieux ait été écarté. Dans le reste de l'actualité, un ouvrage pour compléter les travaux relatifs à la lutte contre l'impunité des violences sexuelles en République démocratique du Congo. C'est le projet mené par Danushka Assoumou, auteur de Justice militaire et violences sexuelles constitutives de crimes internationaux en RDC, paru aux éditions L'Harmattan. Bonjour Madame Assoumou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La République démocratique du Congo a été baptisée capitale mondiale du viol. Votre phrase d'introduction est tirée d'une affirmation énoncée en 2010 par l'ancienne ministre suédoise des Affaires étrangères, Margot Wallström, qui occupait à l'époque la fonction d'envoyée spéciale de l'ONU pour les violences faites aux femmes et aux enfants dans les conflits. 13 ans plus tard, peut-on toujours l'affirmer, pardon. Malheureusement, oui, c'est toujours le cas. À l'heure actuelle, on le voit aujourd'hui avec la reprise des crimes de conflits armés qui s'est sévi dans l'est de la RDC, avec la prise de certaines villes par le groupe rebelle M23. Donc c'est toujours en pleine actualité et ça n'a jamais cessé, malheureusement. Alors en République démocratique du Congo, c'est le juge militaire qui poursuit les violences sexuelles constitutives de crimes internationaux, un système qui a ses limites, puisque vous indiquez, page 54, je cite, « Le juge militaire est sensible aux circonstances atténuantes pour les prévenus accusés de violences sexuelles constitutives de crimes internationaux, notamment et surtout lorsqu'il s'agit d'un membre des FARDC. Mais est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêts quand un militaire juge un militaire ?
Si, bien sûr, c'est ça l'enjeu de l'ouvrage, c'est d'expliquer que finalement, on est face à une juridiction militaire qui va traiter de crimes commis par des militaires. Et donc, dans la prise en charge, l'appréhension du crime par les juges militaires, on voit clairement qu'il y a une partialité qui se met en place dans le prononcé de peine et dans les circonstances atténuantes. Par exemple, dans pas mal de jurisprudence, on voit que le juge militaire va dire qu'on va atténuer la peine de telle personne parce qu'il a fait de bons et loyaux services à l'armée, parce qu'il est un bon père de famille, etc. Donc il y a une impartialité qui se met en place, justement. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que de telles affaires ont été confiées à un juge militaire ? Parce que, vous savez, non seulement les juges militaires sont proches des zones de conflit, premièrement, et secondement, en fait, depuis longtemps, ils ont mis en place un monopole sur la prise en charge de l'infraction. Donc depuis les premières affaires Songo-Mboyo en 2012, le juge militaire s'est, entre guillemets, accaparé de cette infraction et maintenant il est devenu l'acteur principal. Et la justice étatique, il faudrait aussi qu'elle ait les moyens de pouvoir, étatique, je parle de la justice commune, de droit commun, il faudrait qu'elle ait les moyens de pouvoir poursuivre aussi ces infractions-là. Il y en a quelques-unes qui ont été mises en place, mais elles restent très minimes. Il n'y a pas assez d'investissement fait de la part de l'État, justement pour... Non. Les grandes lacunes que l'on observe dans la mise en œuvre des juges militaires sont justement le manque de matériel, le manque de formation à l'égard des juges militaires, et cela crée des décisions qui sont lacunaires, qui ne sont pas forcément adéquates, etc. Donc oui, on a aussi justement un manque d'investissement de la part de l'exécutif pour pouvoir en fait donner les moyens aux juges militaires de pouvoir mettre en place une véritable justice pour les victimes de violences sexuelles et sexistes en RDC. Et à cette problématique s'ajoute également celle de l'immunité dont certains hauts gradés peuvent bénéficier. Page 103, vous expliquez qu'il y a, je cite, un manque de magistrats militaires de grade égal ou supérieur. La solution que vous proposez, c'est l'attribution d'un grade supérieur à plusieurs juges militaires. Et vous dites que cette solution dépend du président de la RDC. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a eu des avancées en ce sens ? Malheureusement, non, pas encore. Comme vous le dites, effectivement, pour qu'un juge militaire de haut gradé puisse être jugé, il faut que le juge militaire soit lui-même de haut gradé. Donc finalement, tout ce qui est nomination des hauts gradés dans l'armée congolaise est de fait du pouvoir exécutif. Donc il n'y a que le président qui peut aujourd'hui pouvoir attribuer plus de juges militaires haut gradés. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de nomination depuis. Mais face à ce manque d'initiative, est-ce qu'on peut parler d'une certaine indifférence de la part des autorités ? Je ne dirais pas indifférence parce qu'il y a quand même des politiques publiques, il y a quand même des avancées qui ont été mises en place, notamment avec le fonds de réparation en RDC. Maintenant, le problème, moi je pense que c'est la gouvernance et c'est une refonte en fait du système dans sa globalité qu'il faut revoir. Dans votre ouvrage, vous réclamez l'établissement d'un tribunal spécial mixte pour la République démocratique du Congo, une requête également formulée par l'opposant Martin Fayulu et le gynécologue congolais Denis Mukwege. Alors que l'insécurité persiste dans l'est du pays, comment se fait-il qu'une telle institution n'ait toujours pas vu le jour ? Alors là, c'est vraiment, je pense, des problèmes au niveau de la politique. Parce qu'on est plusieurs organisations de la société civile à demander la mise en place d'un tribunal pénal mixte en RDC, comme c'est le cas actuellement pour la Centrafrique, qui l'a depuis quelques années. Et ce qui bloque pour la RDC, malheureusement, c'est au niveau de la communauté internationale, c'est au niveau des Nations Unies, c'est au niveau des accords. Mais on le sait qu'aujourd'hui, la justice qui est en œuvre ne fonctionne pas. Les réparations ne sont pas effectives et donc finalement la solution qui pourrait être intéressante, c'est ce tribunal mixte qui va en fait être une synergie entre les juges militaires, les juges congolais et les juges internationaux pour avoir une meilleure prise en charge. Combien ça pourrait prendre de temps à mettre en place une telle institution ? Alors là, tout dépend de la volonté politique, tout dépend de la volonté et tout dépend des moyens qui sont mis sur la table. Pour la Centrafrique, finalement, ça s'est fait assez de manière rapide, hein. Donc je pense que ça peut aussi se faire de manière rapide pour la RDC, mais le contexte est différent et là je pense que c'est la politique, encore une fois, qui bloque la mise en place de cette institution en RDC. En mai 2021, les autorités congolaises ont instauré l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, où des groupes armés, dont le M23, sèment la terreur. Malgré l'instauration de cette mesure, qui est toujours en vigueur, des organisations de défense des droits humains ont constaté une augmentation des cas de violences sexuelles. Quel est votre avis sur cette mesure ? Alors malheureusement,
la problématique de la RDC, elle perdure depuis des années, depuis des décennies. Et tant qu'ils n'ont pas vraiment une prise de conscience qui émerge avec le combat qui est mené à l'échelle internationale par plusieurs grands noms, mais malheureusement, ce n'est toujours pas assez dans la lutte internationale. Par exemple, récemment, nous avons eu Emmanuel Macron qui est venu en RDC, qui a fait un discours assez charmant auprès de la jeunesse congolaise, auprès du peuple congolais. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il expliquait qu'il allait donner, qu'il voudrait apporter une aide humanitaire de 34 millions d'euros. Est-ce que la RDC a besoin de ça? À l'heure actuelle, quand la Russie a envahi l'Ukraine, la France a donné des chars à l'Ukraine. Donc pourquoi ne pas faire la même chose pour la RDC? Donc c'est ça le problème, c'est qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une prise de conscience des États occidentaux pour vraiment avoir une intervention efficace pour aider le peuple congolais à maintenir leur souveraineté dans leur territoire. Merci beaucoup Danouchka Assounou d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Justice militaire et violences sexuelles constitutives de crimes internationaux en RDC paru aux éditions L'Harmattan. Merci. Merci. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.